Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors là, elle est un peu spéciale, je sais pas si je vais en faire une série de ça. Globalement, je me suis fait la réflexion que ça pouvait être sympa de faire des vidéos un peu théoriques sur le catch. Un peu soit de réflexion pour ceux qui s'y connaissent, soit de présentation pour ceux qui s'y connaissent pas. Donc ça rejoint la vidéo que j'avais faite plus tôt, que j'avais faite l'année dernière sur le catch, comment ça marche. Globalement, je prends un thème et je l'explore. Donc pour l'instant, c'est un one-shot. Ça va peut-être rester un one-shot, je ne sais pas, parce que on parle beaucoup de ça en ce moment. En l'occurrence, le catch est donc le quatrième mur. Avant toute chose, donc j'ai pas de script, j'ai mes notes. Alors le quatrième mur, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va reprendre les bases. Et je suis trop sombre là, ouais, je suis trop sombre. Hop. Bon, le t-shirt est surexplosé, mais on en a rien à foutre. Alors, le quatrième mur, qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, c'est un terme du théâtre. Je crois que ça a été défini par Diderot, si mes souvenirs de lycée sont bons. Globalement, sur un théâtre, vous voyez, il y a le mur du fond, les deux murs des coulisses. Et donc Diderot a théorisé ce quatrième mur, peut-être Diderot, a théorisé ce quatrième mur pour dire, voilà, ça c'est le mur que vous voyez pas, mais il est là et il vous sépare des spectateurs. C'est... Par-delà ce quatrième mur, c'est la réalité. Devant ce quatrième mur, c'est la fiction. Dans une fiction, briser le quatrième mur, c'est devenu extrêmement populaire avec Deadpool récemment. C'est voilà, c'est le personnage qui s'adresse directement au spectateur. Mais plein d'autres œuvres avaient fait ça avant. Là, je pense à Amélie Poulain, entre autres. À Bout de souffle de Godard. Enfin, il y a plein de... Voilà. À bout de souffle, Amélie... Deadpool. Voilà. Et au catch, ce quatrième mur est particulièrement important. Et alors, il y a tout un vocabulaire que je vais vous définir avant d'entamer le corps du truc. C'est important que vous maîtrisiez ce vocabulaire-là. Alors premièrement, il y a le kayfabe. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le kayfabe, c'est le monde de la fiction. C'est-à-dire, c'est dans l'histoire. Quand on dit aujourd'hui que qu'un personnage break the kayfabe en anglais, donc on va dire brise la kayfabe, ou le kayfabe d'ailleurs, je ne sais pas, ça veut dire qu'il sort du personnage. Les deux autres mots que j'ai envie de vous définir, c'est work et shoot. Work, c'est à la fois... les deux mots s'emploient à la fois comme des verbes et des noms. C'est-à-dire, work, c'est tout ce qui est faux, shoot, c'est tout ce qui est vrai. Quand on parle d'un worked fight, quand on parle d'un combat worked, ça veut dire que c'est un combat scripté, prédéterminé. Quand on parle d'un shoot fight, pardon, c'est un combat pour de vrai. Et ça, on évite d'en parler à la WWE. Ça arrive, mais quand on dit que deux catcheurs ce sont shoot fight en coulisses, c'est des news que nous autres spectateurs sommes pas censés avoir. On le sait grâce aux différentes sources des sites de renseignements sur le catch, mais normalement on n'est pas censé le savoir. Bref, voilà, work, faux, shoot, vrai. On va mettre au point un truc très important dès le départ, c'est que le catch c'est pour de faux, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Voilà. Le kayfabe, c'est pas que ça n'existe plus, c'est qu'on sait que c'est de la fiction. On est conscient de son existence. Ça veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut dire qu'on est conscient de son existence. D'ailleurs, la meilleure réponse à quelqu'un qui vous dit de toute façon le catch c'est pour de faux, vous êtes con de regarder ça, la meilleure réponse a été donnée par Cody Rhodes sur Twitter, enfin la meilleure, celle que je trouve la meilleure, c'est Cody Rhodes sur Twitter qui a dit vous savez, dans The Dark Knight, Christian Bale n'est pas vraiment Batman, mais personne n'a été suffisamment débile pour se sentir le besoin de le dire. Ça, c'est ce que c'est dans le milieu du catch, c'est à peu près ce qu'on pense des gens qui nous disent ouais, le catch c'est pour de faux. Ouais, Christian Bale c'est pas Batman, c'est abruti, bien sûr. On sait. Bref. Alors, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit regardable à la fois par les gens qui suivent un peu le catch, qui suivent pas du tout le catch et qui suivent beaucoup le catch. Maintenant, pour ceux qui suivent beaucoup le catch, ça va peut-être être un peu laborieux parce que je vais à chaque fois expliquer en détail tout ce dont je parle. Il y a certains grands événements de l'histoire du catch, il y a certains trucs anecdotiques qui se sont passés à Raw et SmackDown ces dernières semaines. Donc voilà. Partie 1, parce que j'ai décomposé le truc en plusieurs parties. 4 parties cette fois-ci, j'ai pas réussi à me réduire à 3 parties. Comment ça se passait avant ? C'est-à-dire l'origine du kayfabe. Alors, l'origine du kayfabe, je l'ai appris sur Wikipédia en faisant la vidéo. Donc voilà, c'était dans des combats prédéterminés des forains. En fait, et quand un catcheur s'éloignait du script, il y avait besoin de quelqu'un qui lui dise faut que tu restes dans ton rôle. Et du coup, kayfabe, en fait, c'est be fake à l'envers, c'est inverse toutes les syllabes. Et donc voilà, ça vient de là à la base. J'en savais rien, écoutez, voilà, petite information pour vous, et information pour moi aussi du coup. À l'origine, le kayfabe, c'était sacré. C'était hyper protégé. Genre, les gens ne devaient absolument pas savoir que le catch était faux. Surtout pas.
Il y a plusieurs exemples de ça. L'exemple que je vais vous donner, ça se passe en 1975. Un catcheur qui s'appelait Mr. Wrestling, qui portait un masque. Du coup, je vais vous raconter son histoire. Il était dans un avion avec d'autres catcheurs et d'autres promoteurs. Mais le truc, c'est que les catcheurs avec qui il était étaient tous des méchants. Et lui, c'était un héros. À l'époque, les gentils, c'était pas des gentils, c'était des super-héros. C'était tous John Cena à l'époque. Donc cet avion s'est écrasé. Gros dégâts sur la plupart des gens. Le pilote est mort, pas sur le coup, mais il est mort un an plus tard avec des complications du truc. Il y a un catcheur qui a dû prendre sa retraite. Oula, je vais baisser un peu la luminosité, c'était quoi ce bordel? Il y avait Ric Flair dans cet avion, donc lui qui s'en est plutôt bien sorti parce qu'il a continué à catcher derrière. Et donc il y avait Mr. Wrestling. Et un autre catcheur qui s'appelait Johnny Valentine. Bref, en termes d'histoire, ça n'avait aucun sens qu'un gentil voyage avec les méchants. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mr. Wrestling est allé à l'hôpital, évidemment, et à l'hôpital, il a donné son vrai nom. Mais il n'a pas dit qu'il était catcheur, il a dit qu'il était promoteur. Parce qu'il fallait surtout pas que les gens sachent qui est Mr. Wrestling. Donc il a caché son identité et tout. Mais quand il a commencé à y avoir des rumeurs comme quoi, dis non, c'est bizarre depuis cet accident d'avion. Alors certes, on voit plus Ric Flair et Johnny Valentine, qui étaient donc les deux méchants de l'histoire. Mais on voit plus Monsieur Mr. Wrestling non plus. Serait-ce parce que il était dans cet avion? Mr. Wrestling est retourné sur le ring 2 semaines après le crash de l'avion pour faire taire les rumeurs. Ric Flair dit dans un de ses bouquins que Mr. Wrestling est le gars qui a sauvé le catch. C'était important à ce point-là. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'il douillait, mais comme pas permis, 2 semaines après un crash d'avion, quoi. Pour vous donner aussi une idée de ce qui se passait quand on respectait pas le kayfabe, je vais vous parler du curtain call. Donc le curtain call, c'est alors j'ai pas trouvé de traduction pour tout l'événement. Globalement, je pense qu'on dirait les saluts en français. Le curtain call, c'est à la fin d'une pièce de théâtre, quand effectivement on lève le rideau, donc beaucoup de gens traduisent ça par lever de rideau, mais call correspond plus au moment où tous les acteurs viennent et saluent le public. Dans un show, dans un house show, donc dans un show non télévisé, en fait cet événement implique 4 catcheurs, donc une partie de la clique. La clique était un groupe de catcheurs hyper influents en coulisses, composé notamment donc des 4 noms que je vais vous donner: Triple H, Shawn Michaels, j'ai peur de dire une connerie, je crois qu'il y avait Triple H, Shawn Michaels, et je vais dire Kevin Nash et Scott Hall, mais je peux confondre un des deux avec Sean Waltman. Donc dans ce show non télévisé, à la fin du show, donc quand tout était fini, c'était le dernier show de Scott Hall et Kevin Nash à la WWE, qui était la WWF à l'époque, mais je vais continuer à dire WWE. Eux deux étaient méchants et Shawn Michaels et Triple H étaient du côté des gentils. Sauf qu'à la fin de ce show, ils se sont tous retrouvés sur le ring pour faire un gros câlin devant les gens. Et il y avait forcément des gens qui allaient filmer dans le public. Et effectivement, il y a des vidéos qui existent de ce curtain call. Et ça n'a pas plu du tout à la direction. Sauf que Scott Hall et Kevin Nash devaient partir pour la WCW à l'époque. Donc, ils pouvaient pas être, ils pouvaient pas être punis. Shawn Michaels pouvait pas être puni non plus parce qu'il était l'actuel champion. Restait Triple H, et Triple H devait gagner le King of the Ring de cette année-là, qui est un tournoi, un tournoi. Il l'a pas gagné, je pense qu'il a même pas participé, ou s'il a participé, il s'est fait éliminer en 2-2, parce qu'il avait osé briser le kayfabe. Jusqu'en 89, le curtain call a eu lieu après 89, mais en 89, il y a une personne qui s'est permis de tuer le kayfabe, donc c'est la date où on retient la mort totale du kayfabe. 89, c'est l'époque où Vince McMahon, devant le Sénat du New Jersey, a juste dit « Il faut voir le catch comme, non pas comme un sport compétitif, mais comme un spectacle. » Pourquoi il a fait ça? Pour s'affranchir de certaines règles propres au sport et qui ne s'appliquent pas dans le cadre d'un spectacle. À mon avis, il y a une histoire de test anti-drogue là-dedans, mais il y a aussi des histoires de marques, et des histoires À mon avis, les contrôles anti-drogue sont beaucoup plus rigoureux dans une compétition sportive. Mais voilà, bref, Vince McMahon, parce que ça l'arrangeait bien, a dit vous savez, c'est pas un sport, c'est un spectacle. Mais il l'a dit dans une conférence publique. C'est le moment où on s'est dit d'accord, donc il y a rien qui est vrai. Ok, très bien. Le curtain call, c'est la deuxième mort, en fait, si vous voulez, du kayfabe. C'est le moment où tout le monde a su que tout était faux. C'est-à-dire que ceux qui doutaient, je vois pas vraiment comment tu peux douter, enfin bref, ceux qui ont douté se sont vus
confirmer ou infirmer ce qu'il pensait. C'est-à-dire, non, le catch, c'est scripté. C'est un spectacle. Voilà, c'est comment on traitait le kayfabe à l'époque. Aujourd'hui, je vais appeler cette partie-là « Est-ce qu'il faut briser le quatrième mur ?» Mais c'est une question un peu rhétorique, puisque ma réponse est oui. 1000 fois oui, il faut briser ce quatrième mur. Pourquoi? Parce que le catch joue beaucoup sur cette idée de flou entre le vrai et le faux. Et c'est hyper important que cette frontière soit ténue. Souvent, les gens disent... quand je regarde Wrestle Talk, souvent c'est Luke Owen d'ailleurs, qui dit quand tu regardes Game of Thrones ou quand tu regardes Walking Dead, t'as pas l'acteur, si vous voulez, qui interprète Jon Snow, t'as pas Kit Harington qui va s'interrompre, te regarder et dire en fait, ce que vous regardez, c'est faux. Voilà. Mais si vous voulez, dans ce genre de spectacle, dans ce genre de représentation, donc Game of Thrones, enfin les films et les séries qu'on suit habituellement, la limite entre le faux et le vrai est hyper carré, hyper strict, et évidemment, il y a rien qui communique entre les deux. Des fois, t'as des petites allusions, des petits trucs, genre par exemple quand dans Birdman, le fait que ce soit Michael Keaton qui joue le rôle d'un super-héros et que ce rôle l'a suivi toute sa vie et que voilà, évidemment tu vas faire le parallèle avec Batman, mais t'as pas le personnage qu'interprète Michael Keaton dans le film qui va te dire hey, au fait, c'est Batman, c'est une métaphore. D'ailleurs, je vais reprendre l'exemple de Cody Rhodes, donc Cody Rhodes qui disait personne n'est assez débile pour devoir exprimer à voix haute et vous savez Christian Bale c'est pas Batman. Cody Rhodes, qui est un catcheur qui a lutté longtemps à la WWE et qui est parti et qui a eu plus de succès, infiniment plus de succès en dehors de la WWE qu'au sein de la WWE. Aujourd'hui, il n'a pas le droit d'utiliser son nom de famille parce que son nom de famille est copyrighté par la WWE. Et le fait qu'on sache ça crée un lien émotionnel, un vrai lien émotionnel avec la vraie personne et donc du coup avec le personnage. Il y a certains cas où le faux se nourrit du vrai et le vrai du faux. Il y a beaucoup de cas où le faux, c'est-à-dire le scénario, s'adapte de trucs qui se sont vraiment passés, qui se sont passés pour de vrai. L'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple qui est hyper connu dans la sphère de la WWE. C'est bien que je vous en parle parce qu'il allait falloir que je vous en parle à un moment donné ou à un autre. Et si je continue à faire ce genre de vidéo, ça va revenir extrêmement souvent. Donc je vais vous expliquer, mais on va faire notre mieux. Je vais vous parler du Montreal Screwjob ou l'arnaque de Montréal, on va dire globalement. Alors, Bret Hart était champion de la WWE. WWF à l'époque, je continue à dire WWE. Bret Hart était champion à l'époque et devait affronter Shawn Michaels. Les deux hommes se détestaient parce que Shawn Michaels était un con. Shawn Michaels est devenu une meilleure personne par la suite, mais à l'époque c'était vraiment un connard. Il était plus jeune, plus inexpérimenté, mais il était d'une prétention, enfin c'était vraiment d'après les rumeurs des coulisses de l'époque. Bref, Bret Hart donc devait perdre son titre face à Shawn Michaels et il devait le perdre dans sa ville natale de Montréal, je sais pas s'il est de Montréal, bref, il devait le perdre à Montréal, il devait le perdre dans son pays. Et Bret Hart a dit à Vince McMahon, donc le patron de la WWE, lui a dit « C'est hors de question, je perds pas, si je perds contre ce connard, et pourquoi pas, c'est pas dans mon pays. Si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que au PPV qui a lieu à Montréal, je gagne, par contre, à Raw, je sais pas si Raw existait, bref, dans le show télévisé qui va suivre, on a un rematch et je perds. Là, y a pas de souci. Mais pas dans mon pays. Seulement, Vince McMahon lui a dit « Très bien, d'accord, tu veux pas perdre à Montréal, tu perdras pas à Montréal. » Seulement, Vince McMahon avait en tête la trahison de... la trahison. Ouais, si on veut... Quelque part, c'est un peu ça. La trahison de Ric Flair. Je vous explique ce qui s'est passé. Ric Flair était champion de la NWA. Il avait une ceinture qui s'appelait la Big Gold. C'est celle-ci. Jim Herd, qui travaillait à la NWA. Jim Herd vire Ric Flair parce que Ric Flair refusait de suivre les très mauvais conseils de Jim Herd. Globalement, il voulait changer son personnage. Il voulait que son personnage s'appelle Spartacus. Enfin bref, une catastrophe. Et donc, Ric Flair a été viré, mais il a été viré avec la ceinture. Donc si vous voulez, en tant que champion, il était en possession de l'objet physique de la ceinture. Donc évidemment, il était plus champion parce qu'il était viré, mais c'est lui qui avait la ceinture, donc c'était ridicule. D'autant que Ric Flair est ensuite allé à la WWE avec la ceinture, puisqu'elle était à lui. Bref, et
Vince McMahon avait ça en tête, si vous voulez, au moment où Bret Hart, qui était champion, disait, parce que Bret Hart devait partir de la WWE. Donc Vince McMahon se disait, putain, il va peut-être me faire une Ric Flair. C'est-à-dire, il va gagner, puis il va partir avec ma ceinture. Et Vince McMahon avait vraiment peur de ça. Et là les débats, on peut pas savoir, si vous voulez. On peut pas savoir qui avait raison. Mais en tout cas, ce qui s'est passé après, c'est vraiment moche. Il y avait que 3 personnes au courant de ce qui allait se passer. Shawn Michaels, Vince McMahon et l'arbitre. C'est les 3 seuls qui étaient dans le coup. Pendant le match, Shawn Michaels applique le sharpshooter, qui est la prise de finition de Bret Hart, qui est une prise de soumission. Bret Hart, évidemment, n'abandonne pas, puisqu'il avait prévu, puisque le script disait qu'il allait gagner. Et l'arbitre sonne la cloche. Shawn Michaels a gagné. C'est très très moche, Bret Hart était furieux. Il s'est levé, il a craché à la gueule de Vince McMahon, littéralement, c'est-à-dire que Vince McMahon était aux abords du ring, et Bret Hart lui a craché à la gueule. Il me semble qu'après, dans les coulisses, il lui a mis un pain aussi. Enfin bref, il était vraiment très énervé. Bah, comme quelqu'un qui vient de se faire enfler, quoi. C'est-à-dire que le script disait qu'il gagnait, donc il n'y avait pas de bref. Et donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que du coup, Vince McMahon ne se faisait pas passer à l'écran pour le président de la WWE, il se faisait passer pour un commentateur. Et il y avait quelqu'un qui jouait le rôle du président. Sauf que, quand ça a eu lieu, ça a fait tellement de bruit qu'il a dû reconnaître qu'il était non seulement président de la WWE, mais en plus, il a eu l'idée brillante d'interpréter un personnage. D'interpréter le patron qui est un connard, qui est un monstre, qui est hyper imbu de lui-même, et ce faisant, avec cette histoire, cette histoire comme point de départ, Vince McMahon est devenu le meilleur méchant de l'histoire de la WWE. Le personnage qu'on avait le plus envie de voir se faire frapper. Et je vous parle de ça parce que du coup, en brisant le 4e mur, ça crée le personnage de Vince McMahon. La fiction se nourrit beaucoup de la réalité dans le catch. Il y a d'autres exemples de ça où c'est bien de mêler le vrai et le faux. C'est notamment, là je pense à ce qui s'est passé, alors dépendant quand je sors cette vidéo, là maintenant que j'en parle, ça s'est passé cette semaine. Il y a des phrases dans certaines promos qui marchent, que tu connaisses les coulisses ou non. Là cette semaine, il y a eu deux promos là, qui ont fait ça. Il y a eu la promo d'AJ Styles et de Randy Orton, où Randy Orton fait remarquer à AJ Styles qu'il a volé le signe Too Sweet de la clique, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est eux qui faisaient ce signe-là à l'origine. Après, il y a d'autres gens qui faisaient ce signe-là avant, mais bon bref. Et ça, c'est devenu le signe de ralliement du Bullet Club, du Bullet Club, ouais, qui est pas du Bullet Club, du Bullet Club, parce que le Bullet Club, c'est un. Ouais, toutes les blagues qui me viennent, elles vont pas être bien prises. Bon, insérez ici une blague sur le shit ou le couscous. Bref, le Bullet Club, c'est un groupe de catcheurs qui s'est rallié sur la scène, à New Japan, donc ce que la WWE considère comme la scène indépendante, mais c'est aussi devenu canon dans la WWE, c'est-à-dire que le signe de ralliement du Bullet Club, AJ Styles et Finn Balor, qui ont fait partie du Bullet Club, le font aussi au sein de la WWE. Donc du coup, ça marche si tu sais d'où vient le Bullet Club, ça marche aussi si tu ne sais pas d'où vient le Bullet Club et si tu sais seulement que Finn Balor et AJ Styles, qui viennent du circuit indépendant, le font. Autre exemple, quand The New Day ont dit à Vince McMahon, tu devrais traiter Kofi avec plus de respect parce que nous, contrairement à d'autres, quand on n'est pas content, on menace pas de partir. Si vous suivez que la WWE, vous savez que Dean Ambrose a l'intention de ne pas renouveler son contrat, donc ça peut faire écho à ça, ça peut aussi faire écho à absolument rien, c'est-à-dire on n'est pas satisfait, mais on menace pas de partir, parce qu'on est des professionnels. Mais si vous connaissez aussi les coulisses du bordel, vous savez qu'il y a peut-être une dizaine de catcheurs qu'on demandait à partir, qu'on demandait à résilier leur contrat, depuis notamment que la AEW existe. Ça marche si tu sais le contexte, ça marche si tu connais les coulisses, ça marche aussi si tu ne les connais pas. Changer la batterie. Et il y a aussi des moments où briser le 4e mur permet de... Je suis flou ou quoi? Non, ça va. Putain, j'en ai marre de cette barbe. Il y a des moments où briser le 4e mur
permet de donner des moments de narration extrêmement intenses. À quoi je pense en particulier? Je pense à... je vais vous donner un autre exemple qui va revenir souvent. Le pipe bomb de CM Punk. CM Punk est un catcheur qui était... globalement, qui représentait la scène indépendante à la WWE, qui a changé énormément de choses, notamment en 2011, où après un match, globalement, John Cena a affronté Sheamus, je crois. CM Punk est intervenu et a fait gagner Sheamus, voilà. Et il s'est assis en tailleur en haut de la rampe et a fait une promo qui a massacré le 4ème mur, disant à John Cena, c'est pas toi que je déteste que tu représentes, je déteste que tu gagnes tout le temps. Je déteste que les gens soient pour toi alors que t'es tout ce qui va mal dans l'industrie aujourd'hui. Il a évoqué des fédérations concurrentes, ce qui n'a jamais lieu à la WWE. Jamais tu parles de TNA, jamais tu parles de Ring of Honor, jamais tu parles de la New Japan. Dans ce segment-là, il s'est passé un truc, si vous voulez. Tout le monde s'est dit, attends, il est pas censé dire ça. Personne dit ça. Et on sait que personne dit ça. Et en cassant ce 4ème mur de cette façon-là, CM Punk a juste changé le catch. Il a changé la façon dont on appréhendait le catch. Il y a d'autres moments où ouais, je vais vous parler de ça. Quand la WWE a racheté ECW, ils ont eu un show hebdomadaire qui a vraiment pas duré longtemps, et ils ont eu 2 PPV qui s'appelaient ECW One Night Stand. Dans le premier One Night Stand, je pense, alors Paul Heyman, que vous connaissez aujourd'hui comme l'avocat de Brock Lesnar, était le fondateur de ECW et aussi le porte-parole, si vous voulez, de la ECW. Je change, hein, vous avez vu, je change tout le temps les noms des fédérations, des fois je le dis en anglais, des fois je le dis en français. Hey! Liberté d'expression. Right of expression. Liberty of expression? I don't know. I have my liberty. Paul Heyman, à One Night Stand, a fait des promos, mais qui sortaient complètement de l'histoire, mais parce que ECW avait ce côté un peu edgy, si vous voulez, un peu rebelle. Donc du coup, il a fait remarquer à Edge que je vous ai déjà raconté l'histoire de Edge et Lita. C'est Lita était avec Edge, Lita était avec Matt Hardy, a trompé Matt Hardy avec Edge, et Matt Hardy s'en est plaint en ligne. Il a été viré parce que il sortait du scénario, et puis il a été réembauché parce que ils se sont dit, hey, ça peut devenir un scénario, et du coup ils en ont fait une rivalité. Voilà, Lita incarnait la grosse salope qui était partie rejoindre Edge, et Edge jouait le gars qui avait trahi son ami. Bah, entre le moment où Matt Hardy s'était fait virer et était revenu, Paul Heyman a dit à Edge, je me fous très bien de ta gueule, mais pour ça j'ai juste besoin de 2 mots, Matt Hardy. Et t'avais le public, oh voilà. Mais ça c'était des trucs dont on n'était pas censé être au courant à l'époque. Il venait de séparer le programme de la WWE en Raw et SmackDown, avec Raw le lundi et SmackDown le mercredi. C'était probablement pas ça à l'époque, mais bref, Raw le lundi et SmackDown le mardi, pardon. Et donc du coup il y avait un champion de la WWE à SmackDown et un champion à Raw, 2 champions différents. Et c'était l'époque où Triple H avait tendance à s'attribuer très facilement le titre, alors qu'il était déjà dans les rouages du pouvoir, Triple H à l'époque. Et Paul Heyman a sorti à JBL, qui était le champion de SmackDown à l'époque, la seule raison pour laquelle t'es champion, c'est parce que Triple H veut pas travailler le mardi. Donc évidemment, le public... Mais ça, voilà, ça c'est faire un excellent usage de comment briser le 4ème mur à la WWE. Et c'est non seulement il faut que ça ait lieu, mais en plus c'est une bonne chose. C'est bien fait, c'est hyper intense, et ça joue sur ce flou qu'il faut tout le temps qu'il y ait entre le vrai et le faux. Un autre moment intense, Brock Lesnar, le personnage de Brock Lesnar, c'est un gars qui vient jamais au boulot, qui s'en branle complètement, qui se croit nettement meilleur que la WWE. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a probablement une bonne part de vrai, mais on sait pas, on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'à la télé, dans le programme, à la WWE, ils l'assument complètement. Ils disent, Brock Lesnar ne vient pas, parce que Brock Lesnar s'en bat les couilles. Alors il y a des témoignages comme quoi c'est vrai que Brock Lesnar, mais vous voyez, ça c'est la réalité. La réalité, on peut pas
On a des preuves, on a des rapports, on a des trucs, mais on peut pas être sûr. Ce qui fait que quand Roman Reigns, en début d'année dernière, a fait une promo disant... Parce qu'ils avaient fait la pub de... Roman Reigns doit faire face à Brock Lesnar avant leur match, je sais pas quoi. Roman Reigns est arrivé et a dit globalement, la vérité c'est que je devais avoir un face-à-face avec Brock Lesnar, mais Brock Lesnar n'est pas venu. Et sur le moment, je me suis dit, attends, c'est vrai ? Putain, la vache, c'est vrai ? Parce que c'était pas super ancré dans son personnage qu'il en avait rien à foutre, Brock Lesnar. Et du coup, je me suis dit, putain, mais Brock Lesnar a osé ne pas venir, parce qu'ils avaient fait la pub du truc, quoi. Ça faisait une semaine avant, ils avaient dit, Brock Lesnar sera là, et il aura un face-à-face avec Roman Reigns. Et là, il était pas là. Et Roman Reigns, donc, a fait cette promo qui était excellente, où il disait, j'ai pas envie de le couvrir, on m'a dit de le couvrir, mais j'ai pas envie de le faire, donc qu'il aille se faire foutre. Je me suis dit, waouh, ça c'est chaud. Et Roman Reigns, du coup, et ça a donné une excellente promo à Roman Reigns sur le rôle de Brock Lesnar qui est semi-vrai, semi-faux. Quatrième mur, toujours faire oublier aux spectateurs ce quatrième mur. C'est le point important. Donc je disais, quand c'est bien fait, c'est bien. Est-ce que j'ai besoin de finir, parce que c'est mon troisième point, il y a 2 semaines. Alors il y a 2 semaines, ils ont tous décidé de massacrer le kayfabe. Et pourquoi pas ? Je vous ai dit, il faut que ça arrive, et quand c'est bien fait, c'est génial. Je vais vous donner 3 exemples qui datent de la même semaine. Triple H arrive sur le ring. Donc, la semaine d'avant, Batista avait agressé Ric Flair en coulisses pour attirer l'attention de Triple H, pour lui dire « Est-ce que j'ai ton attention ?» Triple H arrive sur le ring et dit j'étais pas venu fêter l'anniversaire de Ric Flair, j'étais venu souhaiter l'anniversaire de Richard Flair. Richard Flair, le nom civil de Ric Flair. Et je me suis dit t'es sûr que tu veux aller là ? Parce que bon, on se doute bien si tu veux, nous on l'avait compris. Ouais, le catch c'est pour de faux, mais là tu fêtes l'anniversaire de ton pote. D'accord, ok. Et le truc, c'est que si tu commences à évoquer ça, si tu commences à nous dire c'était un anniversaire pour de vrai, nous, on va relier les points entre eux et on va se dire mais attends, parce que l'agression, elle était voulue. L'agression, elle était scriptée, on le sait. Ça sert à rien de nous faire croire que c'est pour de vrai, parce que on sait que c'est faux. Donc fais pas ça. Et ensuite, Triple H est allé encore plus loin, il a dit... Batista, on viendra, on aura un face-à-face la semaine prochaine, et quand tu me regarderas dans les yeux, tu regarderas l'homme, tu ne regarderas pas le personnage. Je dis, il va quand même vachement regarder le personnage, parce qu'il continue de t'appeler Hunter, et ton vrai nom c'est Paul Levesque, ou Paul Levesque, je ne sais pas. Donc non, vous êtes entre personnes. Arrête de me dire que c'est pas... Arrête. C'est ça, en fait, le truc c'est qu'il faut que ça... Quand CM Punk parlait à Triple H et lui disait... C'est pas CM Punk qui parle à Triple H, là c'est... J'ai oublié le nom de... Phil. C'est Phil Brooks qui parle à Paul Levesque. Je me suis dit... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... que là, quand Triple H dit c'est pas des personnages, c'est quand même vachement des personnages, parce que le Richard Flair en question, si vous voulez, je le suis sur Instagram. Alors les réseaux sociaux ont un statut un peu particulier, on sait pas, il y a des catcheurs qui restent dans leur personnage sur les réseaux sociaux, il y en a qui sortent complètement du personnage, on va revenir là-dessus plus tard. Mais je suis Ric Flair sur Instagram, et Ric Flair n'avait pas l'air déphasé du tout par l'agression de Batista, donc si tu veux, dis pas que c'est vrai quand c'est faux. On sait que c'est faux. Paul Heyman joue vachement bien avec ça quand il dit Brock Lesnar va gagner et c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Toi tu te dis de toute façon parce qu'il peut spoiler s'il veut, il connaît le résultat lui. Donc voilà, quand c'est bien fait, toujours pareil, quand c'est bien fait, c'est bien. Il y a d'autres gens qui disent que le problème c'est que du coup en disant que c'est pour de vrai, il fait passer tout le reste pour faux. Je suis pas d'accord, parce que tout le reste, on sait déjà que c'est faux. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'il fait juste passer sa promo pour... Enfin, qu'il fait juste passer son histoire pour ridicule. Ça veut dire que le mec est en train de délirer plein tube, quoi. Il est en train de dire... c'est pour de vrai, cette fois. Non. Il y a quelqu'un qui te demande de dire c'est pour de vrai, cette fois. C'est pour de faux. Ça ne marche pas. Deuxième exemple qui est beaucoup plus dommageable. Il y avait 2 gars de SNL, de Saturday Night Live, à la WWE,
parce que ils seront les correspondants spéciaux à WrestleMania. Je sais pas, et je m'en bats les couilles, je regarde pas Saturday Night Live et j'ai pas spécialement envie de regarder. Bref. Et il y avait donc sur ces deux gars, il y en avait un gentil, un méchant, enfin un gentil et un prétentieux globalement. Le prétentieux était là, ouais, moi aussi je fais de la muscu, je suis pas impressionné, machin. Ce gars-là, donc le lâche, tombe sur Braun Strowman. Braun Strowman qui est le plus cuissu des vestiaires, et lui pose une question qu'il faudrait jamais poser dans un show de catch. Il lui demande, alors, is any of this even real, je crois, pour traduire et pour ne pas traduire et pour donner l'idée précise. Globalement, alors si on voulait traduire, ça ferait, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de vrai dedans? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de vrai dans tout ça? D'une part, je me suis dit, mais vous devriez pas poser cette question dans le... Parce que... En fait, ça joue sur cette idée un peu arriérée que les gens de l'extérieur croient que c'est vrai, croient que c'est faux. Les gens de l'extérieur croient qu'il y a croient qu'il y a un flou autour de si c'est vrai ou faux. Alors qu'il y en a plus, ça fait des années qu'il y en a plus, on sait tous que c'est faux. Si le gars vient en disant, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de vrai là-dedans, il admet qu'il n'y connaît rien, c'est tout. Et surtout, il joue un personnage au milieu des personnages, donc on est dans l'univers du faux. Pourquoi est-ce qu'il poserait cette question? Et alors tu te dis, bon, la seule façon pour que ça ait de marcher, c'est qu'à la fin, le gars, il meurt. C'est-à-dire, à la fin, non, ce qui se passe, c'est-à-dire Braun Strowman le chope, l'étrangle et le soulève, en lui disant « What do you think ?» Genre, qu'est-ce que t'en dis? Voilà. Ils vont à la pub, ils vont à un autre segment, et ils reviennent ici, et Strowman est toujours en train d'étrangler le gars. Et t'as des gens autour qui font « Ah, Strowman, lâche-le, c'est pas bien, t'as... » Je me suis dit, la seule conclusion logique, c'était pas une bonne conclusion, parce que de toute façon, l'histoire, c'était une mauvaise idée de faire ça. Bref, la seule conclusion logique, ça aurait été que le gars se roule par terre et se relève pas. Parce que, voilà, il a demandé si c'était vrai. Eh ben, Strowman lui a prouvé que c'était vrai. Au sein de l'histoire. Parce qu'on est toujours dans l'histoire. Le gars, non. Rien à foutre. Il était debout. Pas affecté. Pas rien. Mais vraiment, il était en pleine forme. Il a même balancé une vanne, je crois, il a dit genre... ouais, tu fais bien de t'en aller. Donc, en fait, dans l'histoire, il lui a dit... ils ont juste confirmé que c'était faux au sein de la fiction. Donc c'est, voilà, je dis quand c'est bien fait, c'est bien. Quand c'est mal fait, ça te sort complètement du truc. C'est-à-dire que maintenant, quand je... Bon, heureusement, Braun Strowman n'est pas spécialement bien placé en ce moment, donc il a pas grand-chose à perdre. Et s'il avait quoi que ce soit à perdre, là, il aurait perdu. Voilà. Et le dernier exemple que je vais vous donner... qui est probablement, alors qui est celui qui m'a inspiré, qui m'a inspiré à faire cette vidéo, parce que plusieurs personnes m'ont demandé ce que j'en pensais, c'est Ronda Rousey, sur son show sur YouTube, qui s'appelle Ronda on the Road, qui est un vlog qui parle de ce qu'elle fait en dehors des prises voilà. Il y a ça, il y a aussi certains de ses échanges avec Becky Lynch sur Twitter. Donc Becky Lynch et Ronda Rousey sont en rivalité en ce moment. Ok, alors je vais vous parler de leur échange sur Twitter d'abord. Je l'ai retrouvé, hop là, je vais me le mettre là, comme ça, je vais pouvoir le lire facilement. Donc c'était quand Ronda Rousey avait abandonné sa ceinture à Raw. Becky Lynch a tweeté « Ronda, tu ferais bien de revenir et récupérer cette ceinture en majuscule, parce qu'ils sont pas censés dire ceinture. Normalement, ils ont pas le droit de dire ceinture. Ronda Rousey a dit ceinture, enfin dit belt. Ils ont pas le droit de dire ceinture, parce que ceinture, c'est l'accessoire, que ça, c'est un titre, ou un championnat, pas une ceinture. Bref. Donc tu ferais bien de revenir et récupérer cette ceinture en majuscule parce que je suis pas allé aussi loin pour la récupérer des mains de Stéphanie, je suis venu la récupérer de tes mains à toi. Ronda Rousey a répondu c'est ce que j'essaye de faire, abruti, bon bref t'es conne, et tu prends des fausses photos de prison dans les couloirs et ça n'aide pas parce que Ronda Rousey a été arrêtée, elle a publié un mugshot, vous voyez ce que c'est, les photos où on voit les têtes des personnes arrêtées. Becky Lynch lui a répondu garde ce F-word, donc F-word, normalement c'est le mot auquel vous pensez, mais là en l'occurrence c'était fake. Garde ce F-word en dehors de ta bouche et concentre-toi sur devenir meilleur à ce business. Je traduis extrêmement mal, je suis désolé.
Au lieu de continuer à essayer de rester au-dessus du lot, j'ai hâte de te revoir pour de vrai. Enfin, voilà, globalement, arrête de prétendre être meilleur que le catch et essaye d'être juste meilleur au catch. Becky Lynch est excellente sur Twitter, je suis désolé, ma très mauvaise traduction diminue vraiment la portée de ce qu'elle dit. Ronda Rousey répond F-word, putain, faut que j'arrête de dire world au lieu de word. F-word, tu veux dire fake? Donc elle insiste bien. Fake comme ton prise de bras, ton armbar, prise de bras, qui n'a aucun sens, qui ne fonctionne même pas, et on dirait juste que tu tiens la bite que tu aimerais avoir. Alors, on va finir. On va finir. Becky a répondu en photoshopant la tête du mari de Ronda Rousey sur la main de Ronda Rousey pendant qu'elle lui faisait la prise de bras. Becky a dit ah ouais, maintenant que tu le dis, on dirait vraiment une bite. Enfin, Dick c'est un connard aussi en anglais. Et Ronda a répondu Rebecca Queen, le vrai nom de Becky Lynch. Je m'en fous de ce que dit le script. La prochaine fois que je te vois, je te pète la gueule. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Les gens qui ne s'intéressent pas à la WWE vont se dire « Wow, c'est chaud, est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est... Ce qui fait que ça marche aussi, c'est que ceux qui suivent la WWE se disent « Putain, elle va vraiment trop loin, elle est vraiment nulle, faut pas qu'elle dise ça, c'est pas des trucs qui se disent. » Ce qui fait que ça ne marche pas. On sait que c'est scripté. On sait que rien de ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux ne sort sans avoir été avalisé par quelqu'un, sans l'aval de quelqu'un à la WWE. Je crois que c'est Paul Heyman qui supervise les réseaux sociaux. Bref, quand Ronda Rousey dit la prochaine fois que je te vois, je te pète la gueule, j'en ai rien à foutre de ce que dit le script, et que la semaine suivante, elle a fait tout un speech avant de effectivement péter la gueule à Becky Lynch, ça je dis pas, mais elle a fait tout un speech avant, et un speech qui sentait le faux, un speech qui sentait les cris, parce que la WWE n'est pas capable d'écrire un script qui fasse vrai. Il faut que les catcheurs derrière soient de bons acteurs pour faire en sorte que ça sonne vrai. Et encore, parce que Seth Rollins c'est pas mauvais pour les promos, mais quand il parle de Dean Ambrose comme étant son âme sœur de catch, personne ne dit ça sans qu'il y ait quelqu'un qui l'ait écrit et qui sait pas comment les gens normaux parlent. Et le pire, c'est quand elle dit ta prise de finition, donc le disarmer de Becky Lynch, c'est une fausse prise de bras et elle fonctionne même pas. Ça veut dire que quand Ronda Rousey faisait genre, elle avait super mal quand elle se le prenait, c'est elle qui jouait la comédie. Et ça, déjà c'est moche. Ça veut dire, donc là t'avais pas vraiment mal, tu faisais celle qui a mal en vrai. Ça diminue aussi toutes celles qui ont tapé, qui ont abandonné à la prise de finition de Becky Lynch avant elle. Mais surtout deux. Ça veut dire que quand Becky Lynch fera cette prise de finition, parce qu'elle la fera, soit contre Charlotte Flair, soit pire contre Ronda Rousey à WrestleMania, s'il y en a une des deux qui prétend avoir mal, bah elle va avoir l'air d'une conne. Surtout Ronda Rousey. Parce que elle vient de dire que sa prise ne fonctionnait pas. Ça c'est pour Twitter. Et pour donc son Ronda on the Road, et là j'ai pensé à chercher le script avant. Elle est en train de se faire enlever son maquillage, enfin, ou de faire enlever sa coiffure, enfin bref, elle est en train de se faire démaquiller après un show. Et elle a dit... bon alors, c'est pas mon script, c'est le script que j'ai pris sur VoxCatch, donc s'il y a une erreur, c'est pas la mienne. Elle a dit, ce n'était pas une promo, il m'avait donné autre chose à dire que je n'ai pas dite, ce n'était pas une promo, ce n'était pas de la comédie. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et on le sait. Il y a nous prendre pour des cons et nous prendre pour des cons, si tu veux. Tu peux nous traiter de cons sans problème. Tu peux dire vous êtes cons pour aimer la WWE parce que l'UFC c'est meilleur, pourquoi pas. Mais balance pas, la WWE c'est faux et parce que tu fais partie du produit maintenant. Et quoi que tu fasses derrière, si tu dis que c'est faux, tu passes pour une grosse golio, quoi. Tu passes pour quelqu'un qui diminue ce qu'elle fait, quoi. Il y a une façon de traiter UFC et WWE sur le même plan. Parce que la WWE prend énormément de codes de l'UFC. La WWE, c'est quelque chose, c'est un spectacle qui prétend être
pas de l'UFC, mais qui prétend être ce qui prétend être un sport de combat. Mais à ce moment-là, faut jamais évoquer le fait qu'il y en ait un des deux qui soit... Parce que fondamentalement, les deux sont extrêmement différents. Ils pourraient pas être plus opposés. Donc faut surtout pas ramener ce détail-là. Et ensuite, elle continue en disant... je ne vais plus la faire, leur putain de comédie, je vais y aller et faire tout ce que je veux, et ils peuvent expliquer ça de la manière qu'ils veulent, qu'ils aillent se faire foutre, tous, le WWE Universe inclus. Ce que je vais dire, c'est que je vais manquer de respect à ce sport, qu'ils aiment tous tant. Oh, ne brise pas le kayfabe, Ronda. Le match est écrit, ils ont traduit par écrit, j'aurais traduit par scripté. Le match est scripté, c'est fabriqué, donc it's made up. Ce n'est pas réel, aucune de ces pétasses ne peut me toucher, fin de l'histoire. En vrai, il aurait suffi qu'elles disent pas c'est scripté, et ça passait super bien. C'est genre, je viens de l'UFC, elles peuvent pas m'atteindre. Sans parler, tu vois, il parle rivalité, il parle concurrence, mais il parle pas ça c'est faux, ça c'est vrai. Et c'est surtout ça qu'il fallait pas faire. Parce que du coup, tout ce que fera Ronda Rousey après, eh ben c'est diminué, c'est ridicule. Rien que le fait qu'elle parle de WWE, enfin d'univers de la WWE, c'est genre le terme, mais c'est une marque, univers de la WWE. C'est c'est une marque déposée, quoi. Personne ne dit ça. Quand on parle de catch avec le Sad Panda, par exemple, on parle des fans de la WWE, on parle du public, on parle jamais de l'univers de la WWE. Ça fait tellement corporate, si vous voulez, ça fait même quand je parle vraiment, il y a quelqu'un qui écrit ce que je dis, quoi. Et elle devrait pas faire ça au sein de l'histoire. Voilà, donc ça c'était 3 exemples de très mauvais cassage du 4e mur, très mauvaise expédition à travers le 4e mur. Mais on va s'approcher de la conclusion avec ce 4e point que j'ai appelé pourquoi il faut encore du kayfabe. Je vais quand même reconnaître, parce que ça me semble important de bien le préciser, le kayfabe aujourd'hui, c'est pas grave de pas respecter le kayfabe. C'est pas grave de sortir du kayfabe, je vous dis même c'est bien d'en sortir un peu. Par exemple, dans la vraie vie, grâce à Instagram, grâce à Twitter, je sais que Alexa Bliss, dans la vraie vie, est une personne adorable. Elle a l'air en tout cas, elle a l'air d'une personne vraiment gentille. Elle a l'air, elle a un cochon domestique qui s'appelle Larry Steve et qui est adorable. Elle a l'air juste gentille dans la vraie vie, quoi. Par contre, sur le ring, Alexa Bliss, le personnage d'Alexa Bliss, donc qui n'est pas, je crois qu'elle s'appelle Alexia Kaufman dans la vraie vie, mais le personnage d'Alexa Bliss est une peste insupportable, et je la hais. Mais je la hais, mais voilà, en tant que personnage, mais c'est bien. De la même façon que je haïssais l'empereur dans Star Wars, enfin, pas de la même façon, mais enfin, c'est compris. Mon ressenti par rapport au personnage et mon ressenti par rapport à la personne qui joue ce personnage est complètement différent. En ce qui concerne Alexa Bliss dans la vraie vie, ce que je déteste, c'est les abrutis qui postent du bacon, tellement de petit déjeuner, c'est quand elle poste des photos de son cochon domestique. C'est pas du tout du harcèlement, c'est de comparer ton animal de compagnie à de la bouffe. On va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Il y a autre chose, je pense à autre chose qui fait qu'on arrive à faire la différence entre la vraie vie et le catch. C'est Zelina Vega qui est dans la vraie vie, elle est mariée avec Aleister Black, mais dans le kayfabe, c'est la manageuse, la business associate, je crois, enfin bref. Globalement c'est la manager d'Andrade. Quand il y a eu un match Andrade contre Aleister Black, j'ai mis facilement plusieurs secondes à me dire tiens c'est marrant parce qu'en fait elle est plus liée à Aleister Black dans la vraie vie. J'ai mis plusieurs secondes avant de tilter parce que elle joue très bien et elle joue la manager d'Andrade qui n'a aucun lien avec Aleister Black. On se détache de la fiction, on se détache de la réalité quand la fiction commence. Et c'est important, faut toujours qu'il y ait ce mur qui existe et qui parfois est flou et qui parfois disparaît. Mais il faut qu'il soit là. C'est important. C'est important que le kayfabe existe toujours. C'est pour ça que je déteste les segments où quand il se passe un truc important et qu'il y a tous les catcheurs, tout le roster qui est en haut de la rampe. Genre, les gentils et les méchants sont debout côte à côte, sans aucun problème. Et le pire, c'est que c'est ceux qui sortent du personnage, genre, ils sont tous sourires, et ils sont, je suis fier de faire partie de cette compagnie, alors. J'ai fait une super transition avec mon petit B. Moi, je l'ai écrit mot pour mot. Ce qui tue le kayfabe, c'est l'incohérence des personnages. L'incohérence des histoires. C'est-à-dire,
C'est pas quand Alexa Bliss poste des photos d'elle toute mignonne, toute gentille, en train de faire des trucs sympas. C'est quand le personnage d'Alexa Bliss apparaît dans le monde, dans les émissions de la WWE, donc qui se passe à la WWE, et qu'elle est gentille. Et ça fait que nous, les fans de catch, on s'est habitué à certains trucs, on s'est habitué à certains systèmes auxquels on ne devrait pas s'habituer, jamais. C'est-à-dire, parce qu'en ce moment c'est le célébration de l'histoire des mouvements des femmes en mars, en mars aux États-Unis, et donc à la WWE ils en parlent. Et donc il y avait une interview où Alexa Bliss disait Rosa Parks, vraiment quelle femme géniale, machin truc. Soit ne la présentez pas comme Alexa Bliss, ce qui serait une énorme erreur aussi, mais enfin bref, c'est moins une erreur. Soit mettez quelqu'un d'autre, mettez Sasha Banks, mettez une gentille dans ce rôle-là. Surtout pas Alexa Bliss, on est censé la détester. On peut pas détester quelqu'un qui nous dit que Rosa Parks est une héroïne. Niveau incohérence, il y a la relation entre Stephanie McMahon et Becky Lynch. Donc Becky Lynch s'est blessée au Royal Rumble. Stephanie McMahon lui dit la semaine suivante il faut que tu ailles voir des médecins, que les médecins disent que tu peux catcher, parce que si les médecins ne le disent pas, nous on peut pas t'autoriser. Becky Lynch dit je ne vous fais pas confiance, je n'irai pas voir vos médecins. Stephanie McMahon lui dit d'accord, bah t'es suspendu tant que tu refuses d'aller les voir. Becky Lynch s'énerve et la frappe, et Stephanie McMahon donne un coup de pied, un gros coup de pied dans le genou en vrac de Becky Lynch. Donc on se dit Stephanie McMahon joue donc un double jeu, parce que d'un côté elle est hyper soucieuse de sa santé, et de l'autre côté elle l'attaque là où elle est blessée. À SmackDown le lendemain, Becky Lynch arrive sur le ring, Triple H lui dit tu peux pas, t'as pas le droit d'être là, tu es suspendu, tu t'es fait suspendre hier. Becky Lynch dit ouais bah j'en ai rien à foutre, va dire à ta femme que je l'emmerde. Bref, voilà, parce que Triple H et Stephanie McMahon sont mariés. Triple H lui dit donc je commence à comprendre ce que tu veux faire, en fait tu es en train de t'auto-saboter, tu es en train de c'est pas que tu refuses d'aller voir les médecins parce que tu as peur qu'ils te disent que tu peux pas aller à WrestleMania, tu refuses d'aller voir les médecins parce que tu as peur qu'ils te disent que tu peux y aller. Becky Lynch met une énorme claque à Triple H. Donc la dynamique est la suivante, Triple H et Stephanie McMahon semblent Triple H semble douter de Becky Lynch, et Stephanie McMahon semble vouloir empêcher Becky Lynch d'aller à WrestleMania. La semaine suivante, Triple H... Alors, autant Triple H est resté cohérent, parce qu'il a dit « Je m'excuse pour ce que je t'ai dit, clairement je me suis trompé, t'es allé voir des médecins, et t'as été jugé apte à combattre, donc c'est ma faute. J'ai présumé de tes intentions, et j'aurais pas dû. » Cohérent. Pas très intéressant en termes d'histoire, mais cohérent. Stephanie McMahon n'a jamais dit je t'ai tapé dans le genou, je suis désolé. Clairement, c'était une erreur de ma part. non, Stephanie McMahon a juste dit... Mais en fait, elle a rien dit du tout. Elle est restée... La WWE devait estimer que par magie, on allait penser que du coup, elle était devenue gentille maintenant. Vu que son mari était devenu gentil et qu'il avait présenté ses excuses, bah elle est devenue gentille aussi. Ça n'a aucun sens. Et alors qu'ils sont restés dans le kayfabe tout du long, hein. Mais tu te dis, ouais, voilà, Stéphanie n'est pas une vraie personne, c'est un personnage mal écrit. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Cette semaine, Shane McMahon jouait à fond la carte du... je vais pas parler de Shane McMahon en particulier, je vais parler des heel turns et des face turns d'une façon générale. Donc quand les gentils deviennent méchants, quand les méchants deviennent gentils. Souvent, il y a un truc, un espèce de code, surtout dans les heel turns, c'est-à-dire un catcheur va par exemple mettre un coup de poing dans les couilles à un autre catcheur, et paf, le gars est devenu méchant, et il va changer complètement de personnage. C'est-à-dire, quand c'est bien fait, les heel turns et les face turns, c'est brillant. Quand c'est mal fait, c'est hyper cartoonesque, quoi. C'est hyper... c'est paresseux, c'est une façon d'écrire très paresseuse. Genre, Nakamura était gentil, il a mis un coup dans les couilles à AJ Styles, c'est devenu un méchant. Voilà. Et son personnage a changé. Du tout au tout. Je parlais de Shane McMahon. Il était hyper affable, hyper
Cette coupe du meilleur catcheur du monde, c'est pas moi qui l'ai gagné, c'est le roster de SmackDown, je refusais juste que SmackDown ne soit pas représenté dans la finale. Ok, donc tu es un héros, tu te prends pour un héros, ok. Au dernier PPV, là, à Fastlane, il a trahi The Miz devenant méchant, hop là, switch, changer, reset complet de personnage. Cette fois-ci, il arrive avec la coupe, qu'il n'avait jamais amené avec lui avant, et oui, je suis le meilleur du monde, c'est moi, alors qu'il l'avait jamais joué, depuis qu'il l'a gagné en septembre-novembre dernier, il l'avait jamais joué comme ça, du coup ça n'a aucune cohérence. Il y a un autre truc auquel on s'habitue, et faut surtout pas, c'est il y a des catcheurs qui sont absents pour des raisons du monde réel. C'est jamais adressé dans le produit, c'est-à-dire, par exemple, DIY et Lars Sullivan, qui ont été appelés de la NXT récemment. On sait que DIY n'est plus là parce que Tommaso Ciampa a été blessé, on sait que Lars Sullivan n'est pas là parce qu'il a eu une crise de panique le jour où il devait débuter, et du coup, la WWE lui a dit « prends des vacances ». Je pense qu'à mon avis, il va pas revenir parce que ça va être difficile de revenir après ça. Mais dans l'histoire, ça n'a jamais été expliqué. Quand Aleister Black s'est blessé pour de vrai à NXT, il y a eu toute une histoire pour expliquer, ouais, il s'est fait agresser dans les parkings, c'était pas vrai, mais c'était une histoire, c'était une raison pour laquelle Aleister Black, qui est un énorme catcheur, n'est plus là. Voilà, ça a été expliqué, il faut une raison dans la fiction. Même la raison du monde réel, tu dis juste, Gargano et Ciampa devaient venir, Ciampa s'est blessé, et vu qu'ils sont en équipe, ils sont plus là. Paf, voilà, t'as raison de mieux. Mais là, jamais ils en parlent. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Et surtout, ça fait que on a besoin de savoir ce qui se passe dans le monde réel pour justifier ce qui se passe dans l'histoire. C'est ça, en fait, le plus gros problème de la mort du kayfabe, c'est que ça a rendu les créatifs de la WWE hyper paresseux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, de toute façon, les gens savent pourquoi, donc on n'a pas besoin de donner une raison. Et alors que je parlais des heel turns et des face turns en carton, les meilleurs personnages de la WWE sont les personnages, les catcheurs tels qu'ils sont dans le monde réel, mais poussés au max, caricaturent leurs traits les plus marquants. Et ça marche juste ça marche parce que je pense que Aleister Black, ça doit pas être le mec qui est super drôle dans la vraie vie, super social, super machin. Sur le ring, il est fermé. Daniel Bryan, dans la vraie vie, il est vegan. Sur le ring, ça devient Veganator, c'est-à-dire le mec, espèce de cliché de vegan sur Twitter ou sur Reddit, c'est-à-dire j'ai raison, vous avez tort, et si vous m'écoutez pas, vous êtes des abrutis. Voilà, l'idée que tous les carnistes se font des végans en fait. Et ça marche parce que du coup, ils le détestent pour ça. C'est bête, mais c'est efficace, c'est hyper efficace. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Mustafa Ali, globalement son personnage c'est le héros, c'est-à-dire il va prendre... Mustafa Ali, je l'adore parce que c'est Spider-Man, c'est totalement Spider-Man son personnage, c'est-à-dire si c'est trop dur pour lui, il va continuer d'essayer parce qu'il ne peut pas perdre. Il faut qu'il continue, il faut qu'il fasse de son mieux, toujours, tout le temps. Et la fierté de Mustafa Ali, la personne, je connais pas son vrai nom, la fierté du gars qui incarne Mustafa Ali, c'est qu'il est musulman. Et que du coup, les gamins musulmans ont un super-héros musulman auquel s'identifier. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que son personnage soit un super-héros, parce que pour lui, c'est important. Pour le gars qui interprète Mustafa Ali, c'est important. Donc en fait, le kayfabe, c'est important parce que c'est le catch, c'est ça, c'est l'essence du catch, c'est le truc le plus important. On aime le catch parce que c'est pour de faux et qu'on le sait. Vous voyez l'histoire de Gargano et Ciampa, pourquoi est-ce qu'elle marche? Parce qu'on sait qu'en vrai, Gargano et Ciampa sont potes. Ils sont super amis dans le monde réel. Et ça, on l'oublie quand ils sont sur le ring, parce qu'ils jouent super bien, parce que Tommaso Ciampa joue l'enflure, mais à la perfection, et quand il se fait défoncer par Gargano, alors qu'il l'avait manipulé et tout, bref, on le sait. On le sait, et ça marche parce qu'on aime l'histoire qu'on nous raconte. La streak de l'Undertaker, on sait que c'est pas l'Undertaker qui est resté invaincu pendant 20 ans parce qu'il était le meilleur. C'est des gens qui ont décidé de faire gagner l'Undertaker dans un premier match de WrestleMania, dans un deuxième match de WrestleMania, dans un troisième match de WrestleMania, et arrivé à 7 ou 8 victoires à WrestleMania d'affilée, ils se sont dit tiens c'est marrant, lui on le fait tout le temps gagner. On va continuer à le faire gagner.
Parce que pour en faire une histoire, pour que ça veuille dire quelque chose, pour créer un symbole, pour que le gars pour que le gars rentre vraiment dans la légende, qu'il ait un record à lui que personne ne battra jamais. Et évidemment, on peut regarder ça en se disant, bah oui, des gens ont décidé que Undertaker gagnerait 21 fois d'affilée WrestleMania. Mais cette série de victoires, ce qu'elle raconte aussi, c'est l'histoire du gars qui interprète Undertaker, donc il s'appelle Mark Calaway. C'est la dévotion et la reconnaissance, si vous voulez, de la WWE envers Mark Calaway, envers tout ce qu'il a sacrifié pour ce business. Il y a certaines histoires qui seraient affreuses si on n'y croyait pas. Enfin, si on y croyait pour de vrai, plutôt, je veux dire. Il y a eu un match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero à une époque. Je crois que c'est le dernier match en PPV d'Eddie Guerrero parce qu'il est mort après. Le match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero pour la garde du fils de Rey Mysterio. C'est-à-dire que Eddie Guerrero disait t'es un mauvais père pour ton fils, je vais l'adopter, je serai un meilleur père pour... Ça a aucun sens, mais c'est divertissant parce que c'est pour de faux. Et c'est ça qui rend le truc bon, en fait. Il faut le kayfabe, et il faut aussi briser ce quatrième mur. On savait que Rey Mysterio ne pouvait que gagner le match, et on sait que Rey Mysterio et Eddie Guerrero sont super potes en vrai et tout, mais on était dedans parce que c'était marrant, parce que c'était marrant, c'était marrant dans le sens, c'était marrant comme South Park est marrant, quoi, c'est-à-dire c'était marrant dans le sens, insolent, voilà. C'était pas insolent le mot que je cherchais, enfin bref, c'était marrant parce que c'était débile, quoi, si vous voulez, c'était marrant parce que ça allait trop loin. Pareil, quand ils ont annoncé que Jason Jordan était le fils caché de Kurt Angle, tu savais que c'était faux. Bien sûr que c'était faux, mais ils savaient que tu savais que c'était faux. Et c'est ça qui faisait que c'était marrant, c'était que c'est rire ensemble, c'est se divertir ensemble autour d'une histoire que eux racontent et que nous, on écoute. Et finalement, voilà, le cœur de ça, le cœur de ce qui fait que... Le cœur de cet équilibre, j'ai envie de dire, entre le kayfabe et la réalité, c'est la cohérence. C'est tout ce qu'il faut. C'est racontez-nous une histoire et faites en sorte qu'on y croit. C'est tout. Faites en sorte que cette histoire ait un sens. Et le quatrième mur, on pourra continuer à le briser sans problème. On sait que ce mur n'existe pas. On accepte de suspendre notre incrédulité pour cette histoire. Pour l'histoire que vous voulez nous raconter. Donc juste, faites en sorte que cette histoire soit cohérente. Faites en sorte que, même si vous dites le catch c'est faux, vous pouvez le dire, mais dites-le d'une façon qui a un sens. C'est très compliqué. C'est très compliqué de dire le catch c'est faux puis après faire du catch. C'est pour ça qu'on a besoin du kayfabe et c'est aussi pour ça qu'on a besoin, par exemple, de gentils et de méchants. Mais ça, va peut-être, tiens, si je fais un épisode 2, ce sera peut-être là-dessus sur les gentils et les méchants dans le catch. Bon, bref. Cette vidéo a duré vachement plus longtemps que je pensais. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir résumer ça en une vingtaine de minutes. Je pense que la vidéo fera beaucoup plus de 20 minutes. Vous le savez, vous êtes dans le futur. Donc, merci à vous d'avoir regardé. On se donne rendez-vous bientôt. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas non plus à me demander si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas ou si vous avez des trucs qui vous paraissent flous ou qui vous semblent être sujet à la discussion. N'hésitez pas à parler dans les commentaires. Je regarderai et je prendrai ça en compte pour la suite. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.